Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici la une du journal. Tokyo 2020, une place pour 5. Le Palais des Sports abrite les compétitions du tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. Prévu au Japon, les Lions de volleyball champions d'Afrique sont aux prises avec le Botswana en ce moment. Écho dans ce journal. Bali combattent les bons points du sursaut patriotique des populations. La révolte contre les séparatistes armés s'est soldée par une victoire sans précédent. Le deuxième trimestre démarre demain. Élèves et écoliers sont sur les starting blocks, prêts pour ce moment décisif. Dernier réglage et état d'esprit dans le 20h30. Et puis, démocratie. Le chef de l'État appelle au respect des règles, au respect de la patrie et de ses institutions. Le 20h30 relie entre les lignes du message présidentiel. Voilà pour les titres du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Ouvrons ce journal par les nouvelles du Palais des Sports de Yaoundé qui abrite les matchs de volleyball dames. Match comptant pour le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. La compétition met aux prises 5 pays, le Cameroun, le Botswana, le Kenya, l'Égypte, le Nigeria. Objectif, décrocher le seul ticket d'accès aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Allons prendre les derniers échos du Palais des Sports avec Joseph Gouetamandeng, notre reporter sur place. À quoi a-t-on droit en ce moment, Joseph? Bonsoir Ata, bonsoir à tous et bienvenue au tournoi qualificatif de volleyball dames Zone Afrique pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ici au parquet du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, c'est le Cameroun qui est face à la sélection du Botswana. Le Cameroun fait la course devant en remportant déjà le premier set de cette rencontre. Il faut dire que toutes les conditions ont été réunies pour que ce soit des jolies rencontres pendant tout ce tournoi. Et déjà enlevé du rideau ce dimanche, le Kenya a défait l'Égypte sur le score de 3-7 à 1. Et pour jouer le premier rôle dans cette compétition, le Cameroun devra gagner cette rencontre sur le score de 3-7 à 0. Ceci pour être à la hauteur du Kenya, vice-champion d'Afrique, qui a déjà engrangé les 3 premiers précieux points. Pour le moment, le match se poursuit ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Comme vous le voyez sur ces images, le public a répondu présent pour venir soutenir les Lions indomptables du volleyball, championnes d'Afrique qui comptent encore participer aux Jeux Olympiques pour la deuxième fois consécutive. Rappelez-vous que c'était en 2016 et elles étaient présentes. Cette année encore, elles voudraient rempiler. Donc, pour le moment, le match se poursuit et elle est loin d'être terminée. Le Cameroun, on l'a dit, est en train de faire la course devant. Le Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, Jean-Jacques Bomha, Joseph Gouetamandeng, CRTV. Merci Joseph Gouetamandeng. On retient que le Cameroun a remporté les 2 premiers sets 25 à 17 et 25 à 4. En cas de victoire du 3e set, eh bien, le Cameroun sera classé premier à l'issue de la première journée. Pas de surprise pour ce qui est du premier match. Le Kenya a assez facilement disposé de l'Égypte par 3-7 à 1, même si les vice-championnes d'Afrique se sont fait surprendre au cours du premier set qu'elles ont perdu 23 à 25. Roger Badjek revient sur les moments forts de cette rencontre. Écoutez. La hiérarchie a été respectée. Parti favori à l'entame du match inaugural du tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo cette année, le Kenya a en effet honoré son statut en remportant le match par 3-7 à 1 face à l'Égypte. Au vu du score, on pourrait penser que la tâche a été facile pour les médailles d'or aux Jeux africains en 2019. Pourtant, ce sont les courageuses égyptiennes qui ont remporté le premier set, 25 à 23. Piqués au vif, les Kenyans ont montré leurs muscles durant le second set en écrasant leur adversaire 25 à 15. Pour le reste, c'est l'expérience kenyane qui a géré la partie, accélérant quand il le fallait et poussant souvent les Égyptiennes à la faute. 25-21 au 3e set, puis 25-22 dans la 4e manche, même si l'Égypte a tenté un dernier barreau d'honneur, mais l'avance kenyane était déjà considérable. Bonne entrée en compétition pour le Kenya qui affronte en 2e sortie le Botswana ce lundi à partir de 16h, alors que les Égyptiennes essaieront de se rattraper mardi face au Nigeria.
La peur déménage et le courage s'installe à Balikumbat dans le Ngoketundia, région du Nord-Ouest. Le ras-le-bol des populations face aux excès et exactions des séparatistes les a poussés à la révolte. Elles ont détruit des bases des groupes armés et récupéré des objets volés. Un sursaut patriotique appuyé par les forces de défense et de sécurité et salué par le préfet Kweton Anderson Kange. Le reportage d'Augustin Guizana. Expédition punitive de la population de Balikumbat dans une base des séparatistes établie depuis de longs mois à l'école publique de Delou. Les habitants exacerbés par les exactions des Amba Boys disent trop c'est trop sur ces images amateurs. Ils ont délogé le camp et récupéré plusieurs objets que les séparatistes avaient cambriolés. À Balikumbat, ces populations infuriées, fâchées, se sont soulevées pour aller dans les camps de ces ambazoniens pour démanteler. Et ils ont démantelé les camps, ils ont pris certains activistes en otage qui ont rendu même leurs armes et de maison à maison, ils ont pointé les points de cachette de certains de ces activistes. Désormais, la collaboration est totale entre la population de Balikumbat et les forces de défense et de sécurité. La preuve, c'était samedi 4 janvier 2020. Ici, dans les différentes entrées de la localité, main dans la main, elle procède au nettoyage des barricades érigées par des séparatistes. For a long time, I never seen me kaki. Even for go by men are fear me. Sometimes they will move me for road. So now so today as I see kaki, I be happy. So today we there together talk am so I be happy. So I thank una too very much. Thank you. And I would like to forget your number and your home. C'est un exemple à suivre par l'ensemble des populations du Ngoketundia souligne l'autorité administrative. Ce qui est important est qu'ils ont appris la leçon d'être solidaire, d'être collectif, et de cette politique de la défense populaire. Puisque l'armée tout seul ne peut rien faire. Ils ont compris qu'ils doivent travailler collectivement et travailler en collaboration avec les forces de défense. À Balikumbat, les populations sont déterminées à œuvrer pour le retour à la paix et à la relance du développement. C'est un exemple à suivre par l'ensemble des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Exit la 14e édition de la foire commerciale Yaoundé en fête. Le rideau de fin de Yafé a été tiré ce dimanche sur le site du Palais des Congrès de Yaoundé avec un brin de satisfaction et pour les visiteurs et pour les exposants. Voici quelques clichés de ce clap de fin saisi par notre reporter Marlise Enouambarga Oumo. Il y avait comme un sentiment de regret ce dimanche sur les visages des derniers visiteurs rencontrés sur le site de Yaoundé en fête. Regret de voir les lampions s'éteindre sur la foire commerciale annuelle qui aura tenu la promesse des fleurs après 19 jours de manifestation. Mais les derniers moments ont été bénéfiques pour tous, tant pour les parents-enfants que pour les visiteurs et exposants. On ne peut pas laisser que ça finisse sans que j'arrive ici avec les enfants pour qu'ils découvrent aussi cette année. Bon, on ne peut pas dire que ça doit continuer puisque l'école arrive bientôt. Les exposants, eux, près de 250 cette année, se disent satisfaits du bilan enregistré. Cette année, on occupe une position favorable. Du coup, beaucoup de visiteurs, beaucoup de consommateurs aussi. Et en somme, nous sommes tous heureux du fait que ça se soit bien passé. On a eu à peine à démarrer de ce côté, mais le bilan est là, c'est bien. On a des clients chaque jour. Pour le comité d'organisation, l'on a surtout salué la grande mobilisation des exposants et le nombre élevé des visiteurs en hausse par rapport à la précédente édition. Le bilan, il est satisfaisant et je crois que je pourrais dire positif dans la mesure où nous avons atteint nos objectifs en matière déjà de visiteurs, de même exposants. Exit Yafé 2019, le rendez-vous a été pris pour décembre 2020 avec encore beaucoup d'autres surprises.
Clap de fin pour Yafé, direction maintenant le chemin de l'école. La rentrée du deuxième trimestre, c'est demain. Ce week-end était consacré au dernier réglage dans les établissements scolaires qui accueillent dès demain 6 janvier les élèves pour le compte du deuxième trimestre. Un accent particulier sera mis sur la discipline, l'assiduité et la couverture des programmes. Sadou Mamoudou est allé prendre le pouls des préparatifs. Voici son reportage. Lycée bilingue de Colleton, ce dimanche matin, l'équipe de permanence se passe en revue les travaux d'embellissement et de sécurisation de l'établissement en vue d'une reprise sereine des 5800 apprenants régulièrement inscrits. On a nettoyé les salles de classe, on a repeint les tableaux. Nous avons également repeint des murs de certaines salles de classe qui étaient plus sales par rapport aux autres. Les caméras nous permettent de surveiller nos élèves. Sur le plan pédagogique, l'accent sera mis sur la ponctualité et l'assiduité des enseignants. Nous n'avons plus que 40% à couvrir et je puis vous rassurer que nous allons couvrir les 100%. Une visibilité claire sur l'assiduité et la ponctualité des enseignants, sur l'effectivité des cours qu'ils donnent dans les salles de classe. Ce qui tient pour les établissements publics vaut tout aussi pour ceux privés confessionnels. Au complexe international La Gaîté par exemple, une messe d'action de grâce est prévue pour le mercredi prochain. Une habitude chez nous de confier le travail que nous avons à faire, c'est-à-dire le travail des enseignants et des élèves entre les mains du Seigneur, car sans lui, nous ne pouvons rien. Le dispositif est en place pour accueillir les élèves ce lundi 6 janvier 2020, début de cours prévu à 7h30. Les établissements scolaires à registre interne accueillent progressivement leurs pensionnaires. La plupart des élèves ont répondu présents ce dimanche. Notre reporter s'est rendu dans quelques internats. Ibrahim Mohamed Abbassi nous en dit plus. Fini les vacances et les distractions pour ces élèves. Avec 24 heures d'avance, ils regagnent les campus. Leurs conditions d'élèves internes les obligent d'y être plus tôt. Ils renouent avec le dortoir, déterminés à aborder de la meilleure des manières le second trimestre, tournant décisif de l'année scolaire. J'ai déjà organisé mes objectifs, je suis déjà prêt à commencer mes études. Pendant les vacances, j'ai appris mes leçons et maintenant je suis revenu à l'école pour apprendre plus fort. Et en cette veille de rentrée, les consignes des parents sont claires. Il ne faut pas être têtu parce que le têtu, tu ne peux rien faire dans ta vie. Et comprendre ce qu'on va t'enseigner. Pour une reprise effective de cours, c'est lundi 6 janvier, les chefs d'établissement ont pris des mesures qui s'imposent afin d'accueillir les apprenants. D'ailleurs, c'est un rituel au début de chaque trimestre. À quelques heures de la reprise des classes, les élèves sont plutôt sereins. Ils sont d'ailleurs impatients de renouer avec les cours et surtout de relever les défis et d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Collins Mbiama est allé sonder l'état d'esprit de quelques élèves. Voici son reportage. La dernière fois que les Ekani ont ouvert leur cahier, c'était l'année dernière. Les congés du premier trimestre tournent leur dernière page et les tout petits se doivent d'être à la ligne, malgré l'ambiance festive des derniers jours. Pendant les vacances, j'ai suffisamment étudié et je pense que je peux me rattraper pendant ce trimestre-ci. J'ai eu les problèmes en géographie et mathématiques. Je crois que je me suis rattrapé. Pour que les têtes soient bien fraîches, les parents ont établi tout un programme. On se lève tôt pour faire quelques travaux avant d'aller en classe. Donc 5 heures comme ça, on se lève, ils travaillent. La séparation d'avec leur lit sera difficile, comme celle d'avec les coiffures fantaisistes. De simples nattes aideront les cerveaux à faire passer les leçons du trimestre au peigne fin. Je pense que mon deuxième trimestre sera meilleur que le premier. Parce que je me suis fixé des objectifs de travailler plus. Les coups de fil avec des amis, elle a la chance d'en profiter. Dans cette autre famille, la seule chose que les enfants doivent décrocher, c'est leurs examens. Mes enfants n'ont pas de téléphone parce que ça distrait beaucoup. Quand ils rentrent des classes, on fait quand même cet effort-là qu'ils regardent un peu la télé. C'est effectivement une nouvelle ère. Les tables bancs ont assez accumulé de la poussière et les uniformes sont de nouveau les seuls vêtements à la mode.
À Douala, dans le littoral, des dispositions particulières ont été mises en place dans les agences de voyage pour faciliter l'embarquement et le débarquement des passagers, des élèves pour la plupart. L'ambiance dans les agences de voyage avec notre reporter de CRTV Littoral, Claude Maillot. Aucun cas d'accident majeur n'a été enregistré sur les grands axes routiers de la ville de Douala en 2 semaines. C'est dire que tout le monde a été sage durant les fêtes de fin d'année, même les agences de transport en commun. Être plus expéditif au niveau de procédure de départ et d'embarquement. Passé cette période, il est temps pour les uns et les autres de vaquer à leurs occupations habituelles et aux élèves de retrouver les bancs. Dans les agences de voyage basées dans la capitale économique, c'est dimanche, veille de rentrée du 2e trimestre. Les véhicules sont minutieusement scrutés et les chauffeurs sensibilisés. L'état de fraîcheur, la lucidité et même le mental du chauffeur, nous voyons à ce que les relèves soient faites et surtout en temps. Même avec une clientèle plus importante que les jours ordinaires, gare aux surcharges, la ligne est ouverte. Les numéros de téléphone sont dans les bus. À tout moment, les passagers peuvent se faire envoyer SMS pour réaction à l'immédiat. La reprise des classes pour le compte du 2e trimestre, c'est donc ce 6 janvier 2020. Et les agences de voyage de Douala roulent sur l'axe de la responsabilité afin de conduire les élèves et passagers à bon port. Vivement qu'ils soient conduits à bon port. Chacun des 3 trimestres de l'année scolaire a ses particularités et un agenda précis. Le 2e trimestre qui démarre dès demain lundi est un tournant décisif pour le succès en fin d'année. La vie scolaire sera quelque peu perturbée d'événements festifs tels la fête de la jeunesse, d'où la nécessité pour les élèves et les enseignants de mettre les bouchées doubles. Voici le regard de Martine Wendingue. Le train des vacances est entré en gare. Écoliers et élèves enfilent de nouveau leurs uniformes ce lundi 6 janvier 2020. C'est jour de rentrée du 2e trimestre au Cameroun, un trimestre réputé particulier du fait de sa durée. Il s'étend du 6 janvier au 27 mars selon un arrêté conjoint signé du ministre de l'Éducation de base et du ministre des Enseignements secondaires. 11 semaines entrecoupées par de nombreux événements qui interpellent les élèves. Les Jeux FENASCO ou encore la fête de la jeunesse le 11 février, précédée par toute une semaine d'activités récréatives. La concentration est alors de mise pour ne pas rater la marche. Le 2e trimestre est également décisif, surtout pour ceux qui ont mal travaillé dès l'entame de l'année scolaire en septembre, mais aussi les élèves en classe d'examen pour qui c'est le dernier tournant. Un retour sur les bancs crucial pour les potentiels passagers du train vers la réussite. Et ceux qui ne vont pas renouer avec leur salle de classe, ce sont les élèves du cours moyen 1 de l'école publique du plateau à Garoua dans la région du Nord. Leur salle de cours a été réduite en cendres suite à un incendie survenu ce dimanche. Et avec la rentrée qui s'annonce, l'opération spéciale de sécurité routière est rentrée en gare ce dimanche. Le dispositif sécuritaire mis en place par les éléments de la gendarmerie nationale a permis de limiter les dégâts sur nos routes, mais quelques indélicats ont tenté de passer à travers les mailles. Le reportage de Pierre Evembe. Axe Yaoundé-Bafia, les pandors ont investi les lieux. Ils ont reçu des consignes fermes de la part du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Et ici, on travaille sur instruction. Notre propre village que nous sommes arrivés, avec les étrangers dans la voiture qui nous accompagnent pour aller enterrer notre maman, arriver dans notre propre village. Ça sort comme ça, c'est une honte pour nous. Pour deux surcharges dans 2 voitures. Nous sommes là pour faire tolérance zéro, mais il s'agit d'une tolérance zéro à caractère humain. Le lieutenant-colonel Dieudonné Mevono n'a pas fini avec la famille endeuillée qu'un procureur intervient pour son épouse. Je ne peux pas me mettre à votre place, je me mets à la place de la gendarmerie nationale qui doit appliquer la loi. Le véhicule n'a pas d'assurance. C'est à elle de s'assurer que le véhicule qu'elle prend remplit les conditions légales pour circuler au Cameroun. Ils étaient pressés, les usagers, violents à certains moments et très doux au finish, car lorsqu'il s'agit de ces missions régaliennes, la gendarmerie nationale a toujours raison. La force doit rester à la loi. La gendarmerie nationale continuera, en même temps qu'elle fait son effort de sensibilisation et d'éducation des populations, à maintenir, à faire en sorte que la loi soit appliquée. Non loin de Yaoundé, au lieu d'Iakak, le lieutenant Tata enregistre un accident atypique. Celui d'un transporteur 2, après le choc, a vu ses marchandises, les vraies, sorties des alvéoles. Et c'était des médicaments illicites. Le pauvre n'est pas mort.
pour le plaisir des geôliers. Dans la suite du journal, retour ce soir sur le message du président de la République, le message de fin d'année à la nation du président de la République pour rappeler que la démocratie a des règles qui se doivent d'être respectées. La démocratie ne s'accommode pas du libertinage ou de l'anarchie. Le chef de l'État a tenu à le préciser dans son adresse de fin d'année à la nation. Je vous propose de revisiter avec nous les principes fondamentaux qui gouvernent la démocratie. Des rappels que nous propose Oswald Moudou. Invention grecque du 5e siècle avant Jésus-Christ, la démocratie désignait ce régime politique où les choses ne dépendent pas du petit nombre mais de la majorité, de sa définition de gouvernement par le peuple et pour le peuple. Seulement, comme l'a constaté le président Paul Biya, une minorité de Camerounais semble avoir oublié les règles qui gouvernent la vie démocratique au Cameroun comme sous d'autres cieux. Plus que des principes, la démocratie charrie d'abord des valeurs, la première de tout étant l'égalité civique. Tous les citoyens sont soumis aux mêmes lois, le but étant de garantir l'égalité de tous devant la loi. La démocratie consacre également la séparation des pouvoirs, le pouvoir législatif pour faire les lois, le pouvoir exécutif pour les appliquer et le pouvoir judiciaire pour les faire respecter. Afin d'éviter que deux pouvoirs se confondent, la démocratie dispose d'instruments comme le Conseil constitutionnel en vigueur au Cameroun. Autre valeur et non des moindres celle-là, le pluralisme politique. Chaque citoyen en voit au chapitre. La démocratie implique que la vie politique soit organisée de manière à garantir l'expression de tous et de toutes les opinions. Le pluralisme politique s'exprime par la tenue des élections, occasion pour le peuple de choisir ses représentants par le vote au suffrage universel égal et secret. Et le chef de l'État de rappeler que participer à la vie démocratique de son pays implique le respect des règles et militer dans un parti politique dont l'activité s'exerce dans le cadre du respect de la loi. Le 9 février 2020, les Camerounais écriront une autre page de la vie démocratique du pays à travers un double scrutin, municipal et législatif. Une autre occasion de faire preuve de la maturité de la démocratie camerounaise. Les citoyens d'un pays démocratique ne se battent pas, ils débattent. Et le seul et unique arbitre d'une démocratie reste le peuple souverain. Le président de la République l'a rappelé en toute pédagogie, tout en invitant les Camerounais au respect des règles qui régissent la société. Voici l'analyse de Jeanne B. Un véritable cours magistral du chef de l'État à ses compatriotes sur la vie en démocratie. C'est l'exercice auquel s'est livré volontiers le président Paul Biya le 31 décembre dernier, lors de son message de Nouvel An. Est-il nécessaire de rappeler qu'une démocratie a pour seul arbitre le peuple souverain? Lorsque celui-ci s'est prononcé à travers des élections libres et transparentes et que les résultats sont proclamés après l'examen d'éventuels recours, ces résultats doivent être respectés et acceptés par tous. Les Camerounais se côtoient au quotidien, partagent les mêmes joies et peines, sans tenir compte des singularismes religieux ou culturels. Elle devient une construction collective, c'est-à-dire participative et même interactive des acteurs de tous bords dans le processus du jeu politique. Débattons, ne combattons pas. Le président de la République reste constant dans cette posture pédagogique pour faire prévaloir la force des arguments et non les arguments de la force. Cette démocratie doit être encadrée, réglementée et même régulée par les mécanismes et outils qui doivent permettre aux acteurs de se mouvoir dans cet espace sans contrainte. Au vivre ensemble qui anime la majorité des Camerounais, il faudrait ajouter le respect des lois et règlements de la République, qui pour l'heure ne semble pas être la chose du monde la mieux partagée. Allons à la découverte de Muturuwa Badjava, une localité située dans le département du Mayokani, région de l'extrême nord, peuplée par les Giziga. La localité est bâtie sur des rochers qui datent du néolithique et où on retrouve des traces de meules taillées par les ancêtres Giziga. Barbara Padjama nous amène à la découverte de Muturuwa Badjava. Une miniature naturelle, une sculpture éternelle. Ce chantier archéologique est l'une des particularités du vaste site Muturuwa Badjava. Un terrain de vie occupé par une entité du grand peuple Giziga.
La vie a apparu ici depuis le XVe siècle. Ces pattes, la civilisation conforte les vestiges d'une occupation. Une constellation de meules servant à moudre le grain autrefois. Les tables meulières, une utilisation assez atypique de l'environnement avec ces bancs rocheux qui sont ravinés, qui servaient de meules. Donc, sont des instruments pour moudre les grains. Les stigmates d'un rocher écrasé par un peuple de sédentaires. Les Gizégas de Motoroa Badjava sont regroupés en 7 villages, protégés par Msengun, le rocher béni de Dieu. Le doigt levé, ce bloc avertit sur la richesse mystique de sa racine. Des serpents et des félins inoffensifs, disent-ils, habitent là depuis des générations. Nous, dans le temps, lorsqu'il y a les fusées, ils viennent jusqu'ici. Parce qu'ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin du sang, ils ont besoin de la nourriture, nous les donnons. Motoroa Badjava, un musée archéologique où on peut exploiter une littérature anthropologique et historique. Nous avons pensé dans un premier temps de faire de ce site, dans le sens de le valoriser, un centre d'interprétation archéologique. Dans le Mayokani, Motoroa Badjava est resté authentique dans sa tradition et c'est aussi ça, son charme. Restons dans la région de l'extrême nord pour dire que la quiétude des populations de l'extrême nord repose sur elles. Les forces de défense et de sécurité ont renouvelé leur engagement au cours d'une messe dite par l'archevêque de Maroua Mokolo, Monseigneur Bruno Atebaïdo. Nicole Massaï de CATV Extrême Nord. Une bougie en flamme, signe de clairvoyance dans toutes les opérations à mener sur le terrain. Les forces de défense et de sécurité ont renouvelé leur engagement au cours de cette messe dite à leur intention. Que les militaires appartiennent à des familles et avant d'être déployés dans les postes avancés, ils vivent en famille. L'Église leur permet donc d'avoir un réarmement moral. Et ceci permet qu'ils soient dans un champ psychologique favorable pour pouvoir accomplir la mission. Le choix de la célébration de la Sainte Famille pour cette messe est loin d'être anodin. Nos forces de défense et de sécurité forment une grande famille. Et au centre de cette famille, il faut l'amour, le dialogue, l'unité et le pardon. Et cette grande famille a aussi besoin de notre soutien spirituel. Nous avons le devoir de prier pour nos forces de défense et de sécurité. Avec leur famille, les forces de défense et de sécurité ont apporté des présents, signe de reconnaissance au bon Dieu qui a assuré leur protection durant l'année 2019. Le 1er janvier dernier, le Cameroun a atteint 60 ans d'indépendance. À l'occasion, l'église pentecôtiste a organisé une journée de prière à la place justement de l'indépendance de Yaoundé pour invoquer le Seigneur pour la paix au Cameroun. Stéphane Zembomo. Vêtus aux couleurs nationales, comme pour marquer leur adhésion aux idéaux d'unité dans la diversité prônée au Cameroun, les fidèles de l'église pentecôtiste ont levé les mains vers le ciel ce 1er janvier pour implorer la paix qui vient du Seigneur sur le triangle national en 2020. Leur prière, un Cameroun stable et prospère. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est roi. Et nous voulons introniser de façon officielle Dieu sur la nation camerounaise. Et nous croyons que tous les problèmes que connaît le Cameroun, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. C'est pour ça que nous nous sommes dit, mais il faut quand même que nous nous arrêtions pour invoquer Dieu sur la nation. Louanges, chants, adoration et ambiance conviviale ont ponctué la rencontre entre fidèles, tous acquis à la recherche des voies et moyens pour une paix durable. Il faudrait bien qu'on ait à remettre, à recommander à Dieu, non seulement le Cameroun tout entier, mais toutes les institutions du pays pour atteindre les objectifs que nous avons dans les années qui viennent. C'est la toute première rencontre du genre à Yaoundé sous l'égide de l'église pentecôtiste. Son objectif et cette singularité ont largement justifié l'engouement des fidèles. La vie dans les partis politiques, une rencontre visant la mobilisation pour les prochaines élections a réuni les militants RDPC dans le département du Nion-Esso. C'était sous l'égide du ministre Grégoire Oona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Le compte rendu de Philippe Roger et Sama.
L'appel du ministre Grégoire Oona aux responsables et candidats des 6 sections RDPC du Nord-Esso aux prochaines élections locales a battu le rappel des troupes. À quelques 5 semaines de cette échéance électorale, l'heure est à la mobilisation des ressources multiformes. Nous préparons la campagne électorale de nos 6 municipalités et des députations. Nous sommes venus mobiliser toutes les équipes du Nord-Esso. Il est vrai que le RDPC fait cavalier seul dans le Nord-Esso, aussi bien aux législatives qu'aux municipales. Mais pour le secrétaire général adjoint du comité central, l'enjeu est ailleurs. Il n'y a pas de parti politique concurrent, mais nous voulons que le taux de participation soit d'un très haut niveau. Si la victoire est garantie, il faut cependant gagner avec manière, cela s'entend. Les stratégies ont été affinées pour une campagne électorale réussie et les ressources financières mobilisées. Séance tenante, 17 519 000 francs CFA ont été collectés en promesses fermes. Les retardataires ont jusqu'au 19 janvier pour se manifester. Le RDPC engage en effet 166 candidats aux municipales et 4 aux législatives dans le Nord-Esso. Tous ont reçu mandat de mobiliser la base militante et de taire les querelles intestines afin que seul triomphe la discipline du parti au double scrutin municipal et législatif du 9 février prochain. La jeunesse active du président Paul Biya pour l'émergence en 2035 s'est rendue à la prison principale d'Akonolinga, les bras pleins de produits de première nécessité. Une descente couronnée par un service œcuménique. Les détails avec François Bakary de CRTV Centre. Le plus grand bénéficiaire de l'élan de générosité de la JADEC est la prison principale d'Akonolinga. Des tonnes et des tonnes de nourriture y ont été déversées à la grande satisfaction des pensionnaires. Ça va beaucoup nous aider vu que la ration que le gouvernement fait pour nous ne nous suffit absolument pas. Mais par ces efforts des bienfaiteurs qui viennent à notre aide, ça va beaucoup nous aider. Autre escale de la caravane de solidarité, l'hôpital de district d'Akonolinga. Difficile de rester indifférent face à l'élan de générosité de la JADEC. Nous avons plus de la moitié des malades de l'hôpital qui passent beaucoup de temps ici à payer pour leurs soins et qui à un moment la guérison est compromise parce qu'ils ne mangent même pas bien. Donc ce don en quantité d'abord et même en qualité nous apporte beaucoup de choses. D'une capacité de 200 détenus, la prison principale d'Akonolinga compte plus de 350 détenus aujourd'hui. Du coup, l'encadrement harmonieux connaît quelques soucis. On y cracherait donc pas sur un don, quelle que soit sa nature. Juste après ce journal, vous aurez droit à votre magazine dominical sur la CRTV, scène de presse, avec une affiche plutôt alléchante et captivante. Allons retrouver tout de suite Lucrèce Medundjemba au studio 2 pour en savoir davantage sur le menu de scène de presse ce soir. Bonsoir Lucrèce. Bonsoir Atta Badine Omar, bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. Scène de presse ce soir revisite l'année 2019 au Cameroun. Le chef de l'État, dans son adresse à la nation le 31 décembre dernier, a dressé un bilan du développement social, de l'économie et de la sécurité au Cameroun. L'écrivaine Calixte Beyala et le journaliste Omer Mbadi Otabela, déjà présents sur ce plateau, emboîtent le pas au président de la République dans quelques instants. Dans la deuxième partie de cette émission est toujours en rapport avec le discours du chef de l'État du 31 décembre dernier. Le président du PCRN, Cabral Libi, et Christophe Mienzog, directeur des organes de presse et membre du comité central du RDPC, évaluent la capacité des Camerounais à bâtir un pays nouveau. Atta Badine Omar, nous sommes prêts pour 1 heure de débat. À tout de suite. À tout de suite, Lucrèce Medundjemba. Nous serons avec vous dans quelques 5 minutes. Allons pour le moment capter les sons du carnaval de Fumban dans le Noun, région de l'Ouest. La tradition de ce moment de valorisation de la culture du Noun à travers danses, chants et expositions diverses a été respectée. Un moment d'intense communion du peuple Bamoun en présence du président de l'UDC Adamou Damdjoya, Jean-Paul Pondi de CRTV Ouest. Ils sont venus des 9 arrondissements du département du Noun et même au-delà pour ce grand rendez-vous culturel qui est devenu une tradition chaque fin d'année.
Parés de leurs plus beaux costumes, ces hommes et femmes ont, au cours d'une grande parade, donné à voir et à admirer. Chants, danses et autres attractions ont tenu en haleine les milliers de spectateurs venus admirer ce carnaval. En bonne place, le docteur Adamou Damjoya. La riche culture du peuple Bamoun a été mise en évidence. C'est dans la droite ligne d'une tradition républicaine instruite par le docteur Adamou Damjoya, qui tient à ce que les jeunes, les moins jeunes, les filles, les femmes, toutes les composantes de la société puissent s'organiser pour le beau, pour le bien, pour le vrai, et qu'en même temps qu'ils soient fiers d'être acteurs et spectateurs à la fois. Une grande marche à travers les artères de la ville à laquelle prenait part le docteur Adamou Damjoya a clôturé cette rencontre. C'est notre coup de cœur, ce dimanche. Il porte le visage de Fiona Elimbi Samé, élève en classe de cours moyen 1 et déjà artiste chanteuse à 8 ans seulement. Sur le marché discographique, un single intitulé Mon goûter. La jeune pépite, il dénonce les enseignants qui dérobent ou qui arrachent le casse-croûte de leurs élèves. L'artiste de la semaine est signé Barbara Padjama. L'artiste, cette semaine, c'est cette force tranquille. Fiona, comme une princesse, est dans son château. Ce petit périmètre dans lequel cette étoile passe le clair de son temps, bien accompagnée. J'aime lire, j'aime écrire, j'aime rester avec ma poupée Stéphanie. Une petite boule d'énergie quand elle tient un micro. Fiona chante et danse. Deux fonctions qui ont fusionné en elle depuis 6 mois seulement. Les premiers jours que j'ai commencé à aller à l'école, sur scène, je suis contente, je suis joyeuse, je suis émue je m'éclate. La graine de star de 8 ans se sent fertile une fois sur scène. Avec la gloire qui germe en elle, Fiona est sûre d'être dans le bon sillon de l'éclosion. Je suis devenue musicienne et journaliste comme ma mère. En août 2019, Fiona met en air son tout premier tube, Mon goûter, une critique de la gourmandise des enseignants filous. Auteur-compositeur, le pied est bien fixé à l'étrier. Fiona a déjà son prochain psaume. Déjà familiarisée avec la scène, Fiona maintient la proximité avec les siens pour rester elle-même et garder les pieds sur terre dans son envol. Fin du 20h30, prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Une édition préparée avec la collaboration de Étienne Pascal Azéguest et Stéphane Zebomom. Écoutez, vous serez en compagnie de Adèle Bala dès demain à 20h30. L'information en continu, c'est sur CRTV News. Le sport et le divertissement, c'est sur CRTV Sport. L'info tout court, c'est CRTV Web. Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles. Bonne soirée et bon début de semaine.